Le droit, tout droit, par celles et ceux qui le font, qui le défont, qui le défendent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 22e numéro de cette émission de décryptage et d'analyse de certaines thématiques de droit. Une émission à retrouver une fois par mois, réalisée en partenariat avec l'Ordre des avocats au barreau d'Épinal. Ce mois-ci, nous nous intéressons au droit du sport. Nous parlons structuration des clubs et des comités, nous parlons discipline et enfin et surtout contrat de joueurs amateurs et pros. Avec nous pour évoquer tout cela, Yanis Zobedi de Fer, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau d'Épinal, le cabinet Gartner. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et Antoine Pierson, bonjour. Bonjour. Avocat également au barreau d'Épinal, le cabinet APVH. Avocat, vous êtes installé à Golbet. C'est ça, exactement. Extra. Question préalable. Le droit du sport, ça ne représente pas, j'imagine, une grosse partie de votre activité au quotidien, mais ça vous intéresse, Yanis. Exactement, ce n'est pas une très grosse partie. Néanmoins, les dossiers peuvent être intéressants. Monsieur de Pierson ? Oui, il y a des problématiques, notamment en droit du travail, sur toutes les activités qu'il peut y avoir à Épinal sportive, avec des clubs qui peuvent agir à haut niveau. Voilà, et je l'ai dit en introduction, on va notamment parler effectivement contrat de travail, contrat de joueurs, pros et amateurs. Un vaste dossier dans le monde du sport, les contrats de travail des joueurs amateurs. Yanis Zobedi de Fer, quelques images de sujets un petit peu médiatiques. Deux mots sur deux affaires, notamment celle qui a concerné Nasser Bouhanni, le coureur cycliste vosgien, bien sûr, qui a été suspendu et il y a eu, alors ça a été médiatique, et voilà, c'est un sportif pro-vosgien. Il y a eu une affaire à propos de sa suspension. En deux mots. En deux mots, c'était une affaire par laquelle on lui reprochait d'avoir provoqué la chute d'un autre coureur. Et il a fallu aller le défendre devant la commission de discipline de l'Union cycliste internationale. Et on a réussi, en bataillant, en négociant, en travaillant sur les images de la chute. C'était en 2022 dans ça. Le Tour d'Espagne. Exactement. Et bien de limiter la sanction pour qu'il puisse participer à son dernier tour et au championnat de France qui était organisé précisément dans les Vosges. Voilà, et Nasser Bouhanni qui a eu une carrière jusqu'à l'année suivante, qui a mis fin à sa carrière en 2023. Autre élément que vous avez suivi de près, le FC Sochaux, hein, on se souvient, qui a été, c'était en 2014, Exactement. qui a été relégué de la Ligue 1 à la Ligue 2. Grosse affaire juridique locale, on va dire. Oui, c'est une grosse affaire juridique locale qui a eu quelques échos nationaux. Bon, c'était l'histoire de l'application du règlement, de la possibilité, de l'obligation de maintenir le club moins bien classé quand celui de Ligue 2 ne peut pas accéder pour des raisons notamment financières, ce qui était le cas. Et il a fallu batailler assez fermement. Deux dossiers sur lesquels vous avez travaillé ? Oui. Ok, bon, donc vous êtes installé à Épinal, mais vous travaillez sur des dossiers d'envergure nationale et pour le coup, voire internationale. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec donc quelques éléments autour de ce droit du sport. On va parler, je l'ai dit en introduction, de structuration, de discipline, de type de contrat, et puis de la présence autour des stades de foot, notamment d'agents plus ou moins professionnel. Première question, Eren des Vosges Centrales. Alors, on n'a volontairement pas cité le club. Yanis Zobedi de Fer, on va voir sa question à Eren. Mon fils a été exclu de son club de foot, décision que je conteste fermement. Quelle procédure dois-je engager au niveau départemental, voire fédéral ? Alors là, on est sur une histoire de sanctions. Avant que peut-être plus Antoine Pierson réponde à ça, rappelez-nous la structuration du sport dans les clubs locaux. Alors la structuration passe par le club, c'est une organisation pyramidale. Le club local, qui est associatif, qui se regroupe au sein d'un district, c'est le niveau départemental, et puis on a la ligue régionale et la fédération. La fédération, c'est une association qui vient fédérer tous les clubs sportifs. Et cette fédération bénéficie d'un agrément ministériel et ensuite, elle peut devenir délégataire du ministre des Sports, c'est-à-dire que c'est la seule autorisée pour la discipline à délivrer les titres de champion de France. Sur l'aspect
juridique de tout cela quand il y a un souci, quand il y a une contestation, quand il y a une réclamation? Antoine Pierson, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on répond à Irène? Question un peu vague évidemment, mais on comprend qu'il y a peut-être eu une exclusion d'un club, commission de discipline. Racontez-nous dans les grandes lignes, voilà, quelle procédure engager au niveau départemental, fédéral? Déjà, est-ce que c'est la bonne question? Oui, faut savoir qu'en droit disciplinaire, en fait, ce sont les fédérations qui fixent le règlement disciplinaire, qui fixent la procédure, les fautes qui sont susceptibles d'être sanctionnées, les sanctions qui sont applicables et surtout la procédure. Donc en fait, il va y avoir des commissions de discipline de première instance, alors qui soit sont fédérales, soit sont décentrées, districts, régionales, etc., qui vont statuer sur un cas d'un joueur de foot qui a commis une faute disciplinaire, alors je ne sais pas, un tacle glissé un peu trop appuyé, et qui vont le sanctionner. A priori, c'est le cas de cette hypothèse où effectivement il y a une suspension. Le recours et la voie de recours, ça va être la commission d'appel, qui est encore en interne fédéral ou du district. Et là, vous avez des garanties. Quand on dit district, c'est départemental, généralement. Vous avez des garanties. La garantie, c'est l'indépendance de la commission, c'est-à-dire que vous ne pouvez avoir des membres, en tout cas pas en majorité, qui font partie des instances dirigeantes. Vous devez avoir en appel un avocat dans le cadre du foot, dont je fais d'ailleurs partie. Vous êtes membre de la commission d'appel du district de foot des Vosges. Exactement. Et donc vous avez tout un tas de droits qui est de se faire représenter ou assister par un avocat, d'avoir accès évidemment au dossier sur lequel on fonde les reproches qui vous sont imputés. Vous avez la possibilité de faire citer des témoins. Enfin voilà, vous avez vraiment une espèce de justice interne avec des droits. C'est presque d'ailleurs une juridiction. Et une fois qu'on a épuisé la voie d'appel, eh bien, on doit passer devant le Comité national olympique de sport français. Et ensuite seulement, on peut saisir les juridictions, soit administratives, soit civiles, en fonction de la fédération qui est agréée ou non. Alors, tout ça est un peu complexe, certes. Vous avez parlé du Comité national olympique et sportif. Il y a aussi un comité départemental, le CDO-SOF. On entend un petit peu parler, moins que le comité national, c'est sûr. Il a un rôle sur l'aspect juridique, le CDO-SF, comité départemental? Alors, pas spécialement en matière de discipline, si je ne me trompe pas. Non, effectivement, pour la discipline, c'est le CNOSF, comité national. Ça monte direct au niveau national? Voilà. Dans le cadre d'une conciliation, on va essayer de trouver un accord entre soit le club, quand il y a un problème disciplinaire pour le club, soit le sportif, dans un litige avec la fédération. Et puis le conciliateur du CNOSF va soit proposer de s'en tenir à la décision de la fédération et de ses instances, soit proposer une mesure de conciliation qui va peut-être amender, alléger la sanction. Ensuite, celui qui a intérêt s'y oppose dans un délai de 15 jours. Avant, c'était un mois, maintenant, c'est 15 jours. Et si on ne s'y oppose pas, la proposition est validée automatiquement. Et ce n'est qu'après qu'on peut aller dans le circuit contentieux devant le tribunal administratif. Où on sort du cadre sportif, intramonde sportif, quoi. Exactement. Ce qui quand même constitue une garantie pour les personnes qui sont sanctionnées, puisqu'en fait on a accès à un juge à la fin. Vous avez le sentiment que globalement, quand il y a des affaires comme ça va dans le bon sens? Ou est-ce que plus le temps passe et plus c'est compliqué pour les plaignants, entre guillemets? En général, ça s'arrête quand même au stade de l'appel. En tout cas, dans les petites, à petit niveau. Après, c'est sûr qu'il peut y avoir des enjeux qui sont différents quand on parle de niveaux un peu plus importants, que ce soit pour les clubs ou pour les joueurs. Allez, là, on parlait vraiment effectivement dans le cadre d'une exclusion d'un jeune joueur, d'un enfant, j'imagine, pour des causes. Là, on ne sait pas précisément, mais voilà, on a bien compris un petit peu le cheminement de la chose. On va s'appuyer sur une autre question de Michel, la question de Michel de Remiremont. Yanis Zoubedi de Fer, je vous la pose. On m'a dit que même dans les Vosges, lors de matchs locaux, il y avait en bord de stade des recruteurs. On appelle ça aussi des agents. Est-ce vrai? Alors, on a vu quelques images de jeunes joueurs de petit niveau, entre guillemets, ça peut être du départemental, du régional. Est-ce qu'il y a, même dans les Vosges, sur des petits niveaux, entre guillemets, des agents, des recruteurs? Oui, alors, il y en a. Il y a des vrais agents qui travaillent avec des vrais scouts qui font le tour des stades pour repérer des futures pépites. Mais néanmoins, il y a toute
tout un monde de faux agents. Et là, il faut être particulièrement attentif et faire attention parce que les parents et les enfants ont des étoiles plein les yeux, se projettent, et les faux agents, finalement, utilisent la crédulité des gens, leur proposent des détections. Alors, si on vous parle d'une détection pour détecter dans des clubs et faire avancer une carrière naissante, si la détection est payante, il ne faut pas y aller, puisqu'en réalité, la richesse d'un club, c'est le sportif. Okay. Point de vigilance très concret, si je peux me permettre. Merci. Si on vous demande de l'argent pour faire des essais, il ne faut pas payer. Et surtout, il faut vérifier si l'agent est un véritable agent qui possède sa licence d'agent, qui est inscrit. Et ça, c'est très facile. Il suffit de lui demander sa carte et d'aller ensuite vérifier sur le site de la Fédération française de football, par exemple, parce que cette liste est publique. On voit quelques images de foot. Est-ce que là, on parle principalement de foot ou de tout autre sport? Du sport collectif ou pourquoi pas du sport individuel, comme par exemple, je pense à la gymnastique, où il peut tout de suite y avoir assez facilement dans des épreuves départementales, régionales, un niveau qui pourrait intéresser? Je ne sais pas. Si, ça existe dans toutes les disciplines. Ok. Il faut faire attention. Point de vigilance. Vous avez dit le rôle d'un club, quelconque soit-il, dans l'accompagnement, dans la formation. Ils n'ont pas, non, eux aussi, un rôle à jouer, à, entre guillemets, faire le tri et être vigilant à qui vient autour du stade? Ils pourraient, mais c'est toujours difficile, puisqu'on ne connaît pas les arrière-boutiques et les intérêts qui peuvent exister. Mais par exemple, un club professionnel qui, dans sa cellule recrutement, utilise un agent libéral qui est à son compte, il faut plutôt se méfier. Il faut avoir un directeur sportif qui est salarié du club et qui travaille pour les intérêts du club et qui fera venir des joueurs dans l'intérêt aussi du joueur. Mais le reste, il faut être très méfiant. Dans les Vosges, vous avez eu vent de cas comme cela, d'agents un petit peu véreux, disons les choses clairement? Oui. Ouais. Oui. C'est régulier, c'est fréquent? C'est régulier. Et la grosse difficulté dans ce type de dossier, c'est que les enfants ont peur. Si je parle, ma carrière sera fichue. Parce qu'il y a quand même des vautours qui tournent autour des stades et des centres de formation. Et une fois que le contrat est rédigé, peut-être qu'il est intéressant de le faire, le contrat avec l'agent, peut-être qu'il peut être intéressant de le faire relire par un spécialiste, le cas échéant un avocat. Vigilance, vigilance, et on l'a bien compris, vous l'avez dit, mais je me permets de le réitérer, surtout pas d'avance de frais. Non. Ça, c'est très dangereux. Oui. Déjà, ça sent pas bon. Ça sent mauvais. Laurent Persson, par rapport à Antoine Persson, pardon. Vous avez eu vent de choses comme ça Moi, à titre personnel, non, mais Yanis paraît un peu plus documentaire en la matière. Ok, donc vigilance, ok. On parle de contrat, si vous voulez bien. On a commencé à en parler sur certains points de vigilance. Une question de Pascal de Mirecourt. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer comment il peut y avoir dans une même équipe des joueurs pros et d'autres qui sont amateurs? Donc effectivement, ça, j'imagine que Pascal n'est pas le seul peut-être sans être spécialiste du sport, à se poser cette question. Monsieur le spécialiste des contrats de travail. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais effectivement, j'ai un petit domaine d'activité en la matière. En fait, c'est une question effectivement qui est intéressante, qui intéresse aussi bien les joueurs que les clubs sportifs, parce que la frontière, elle n'est pas toujours aussi simple que ça à déterminer, parce que vous avez un enchevêtrement de textes avec des conventions collectives qui définissent, par exemple, le statut d'amateur, qui en fait ne sont pas véritablement la norme applicable. La frontière qu'il faut retenir, c'est que ce qui compte, ce n'est pas forcément le niveau, mais c'est l'application du droit du travail. Et en fait, c'est le code du sport qui définit ce qu'est un sportif professionnel. Le sportif amateur n'est pas défini. Le sportif professionnel, c'est toute personne qui a une activité rémunérée, comme activité rémunérée, l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination avec une association sportive et une société sportive. Ce qui veut dire que le point déterminant, c'est rémunération, lien de subordination, j'ai des obligations. Le sportif amateur, lui, en fait, il gère son activité sportive comme il a envie et il n'est pas rémunéré sous réserve du défraiement. Et c'est là que, parfois, il peut y avoir un point de vigilance. Alors, on va rentrer dans le détail. On voit quelques images du SAS Football et bien sûr à Épinal, où il y a des joueurs professionnels, d'autres
amateurs, mais vraiment évidemment amateurs très éclairés, très investis, mais qui ont quand même une activité professionnelle à côté. C'est le cas aussi pour certains joueurs des Wildcats, donc là, l'équipe de hockey bien sûr d'Épinal. C'est le cas pour la plupart des joueurs de hand, de volley sur notre département. Je pense qu'on va aussi voir quelques images des Loups à Saint-Dié, qui est un club où généralement, pardon, là je prends le détail, mais je pense que toutes les joueuses sont professionnelles. Il y a la SRTT, le tennis de table, où là aussi, bien sûr, ce sont des joueuses professionnelles. C'est difficile à gérer un contrat amateur. Alors, ce que vous dites, pas de rémunération, mais du défraiement. C'est-à-dire, racontez-nous. Alors, le contrat amateur... Pour les joueurs amateurs. Précisément, ce n'est pas un contrat de travail. Ouais. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une convention de défraiement avec un club qui a vocation simplement à défrayer, par exemple, le matériel, les frais de déplacement, etc. Ou vous pouvez avoir le système de prime de match qui est en franchise de cotisation, qui est accepté par l'URSSAF. C'est 5 primes de match par mois, aux alentours de 150 €, mais il faut faire les matchs. Okay. À partir du moment où en fait on dépasse ce stade-là, c'est-à-dire que j'ai un sportif qui est qualifié d'amateur mais qui perçoit une rémunération qui est supérieure à un simple défraiement, qui a des obligations, qui d'aller à l'entraînement, qui de participer aux compétitions sportives, là en fait je bascule et je suis dans une zone de risque, je bascule dans le droit du travail et je deviens en fait sportif professionnel. Vous avez eu un certain nombre de cas, vous aviez un rugbyman amateur, qualifié d'amateur, qui touchait 18 000 € de défraiement dans le cadre d'une convention qui a été considérée comme un contrat de travail parce que ça faisait un petit peu cher les crampons. Effectivement. Un petit mot sur... On vient sur le contrat pro. Par exemple, dans le foot, il y a une histoire de points au fil de la carrière. Et voilà, je veux dire, un joueur pro peut pas être, un petit mot là-dessus, peut pas être payé moins que le nombre de points qu'il a accumulé tout au long de sa carrière. Ça a son importance, évidemment. Alors, effectivement, c'est là où parfois les conventions collectives sont compliquent un peu les choses. Entre amateurs et professionnels. Ouais. Professionnel, j'ai un contrat de travail, j'ai un lien de subordination. En revanche, la convention collective, elle a vocation à régir la rémunération, c'est-à-dire qu'en fonction de votre qualification, en fonction de ce qui est prévu dans la convention collective, vous avez un salaire minimum qui s'applique, comme en droit du travail classique, en fait. OK. Et puis, donc, voilà, je réitère, il y a une histoire pour la plupart des sports, une histoire de points accumulés. En fait, c'est ça, c'est que vous avez des points qui sont accumulés, qui vous donnent... accès à un palier qui est défini par la convention collective. Yanis Zobedi de Fer, quelle actu récente, quelle évolution souhaitée par rapport à ce droit du travail concernant les joueurs pros et les joueurs amateurs? Et ça va dans le bon sens, par exemple en faveur des amateurs qui souhaiteraient être pros, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vraiment vous répondre là-dessus, parce que c'est un mouvement général. Je sais que c'est assez difficile pour le sport, et le sport professionnel, puisque, notamment pour le football en France, l'équilibre économique n'a pas été trouvé. Les droits télévisuels... Beaucoup d'argent au haut niveau, beaucoup moins d'argent dans les niveaux inférieurs. Voilà, ce qui implique par la suite qu'il y ait des tentations de truquer un peu un match... d'acheter un peu un joueur, de donner un petit billet. Ça, on sait que ça existe. Il y a des paris aussi. Mais c'est corrélatif aux difficultés économiques du pays. Voilà. OK. Donc, il y a encore quelques points à améliorer. Oui, mais il faut rester positif. Antoine Pierson, quid d'un sportif professionnel blessé? Ça, c'est quelque chose qui est une thématique qui vous tient à cœur. Oui, tout à fait, parce que le sportif blessé, donc on va partir du principe qu'il se blesse à l'entraînement ou lors du match, en fait, il bénéficie de protection, accident du travail, donc il va être indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie et par son employeur dans le cadre d'un maintien de salaire. Il va être protégé sur la rupture de son contrat. Alors, c'est que des CDD dans le droit du sport. C'est dérogatoire d'ailleurs du droit du travail commun. Okay. Il va être protégé, on ne peut rompre que pour faute grave ou pour impossibilité de maintenir pour une raison étrangère à l'accident du travail son contrat. Et surtout, s'il a une clause de renouvellement dans son contrat, elle va automatiquement s'appliquer. C'est-à-dire que vous êtes en accident du travail, vous êtes suspendu, le contrat arrive à terme, j'ai une clause de renouvellement, il doit se renouveler. Donc il est tout à fait protégé. En revanche, il a des obligations.
et on oublie souvent de le dire, il a une obligation de loyauté comme tout salarié. Et cette obligation de loyauté, elle implique pour un sportif professionnel de suivre le protocole médical qui va lui permettre de se rétablir et de reprendre la compétition rapidement. Et vous avez d'ailleurs un joueur de basket professionnel qui avait un contrat de 3 saisons, qui a été licencié pour faute grave, tout simplement parce qu'il n'avait pas respecté, en fait, il n'était pas venu au rendez-vous du kiné qui était prévu par le médecin de l'équipe. On a considéré qu'il manquait à son obligation de loyauté. Donc en fait, quand vous êtes blessé, vous êtes protégé, mais vous n'êtes pas en vacances. Ok. Et puis, ça vaut pareil pour le très haut niveau. On se souvient de Neymar qui était allé au Brésil assez récemment. Il y avait eu une communication du PSG qui était assez stricte, qui était un avertissement sans frais en disant il fait sa convalescence pendant au moins 10 jours au Brésil, mais il reste sous l'égide et le contrôle du médecin de l'équipe avec le protocole de soins applicable. Ah, mais ça vaut pour toutes les catégories, y compris, on l'a bien compris, au niveau régional ou national, pour ce qui est des équipes vosgiennes à proprement parler. Déjà, le terme de cette émission dans quelques minutes. Autre thématique de droit, mais je pense que ça vaudrait une émission à part entière. Yanis Zoubedi-Defer, par rapport à cette problématique de harcèlement sexiste et sexuel dans le monde du sport, ça bouge. Ça bouge. Oui, alors ça bouge. Depuis peu. Depuis quelques années, il y a une plateforme qui s'appelle Signal Sport. Les parents, les enfants, les sportifs ont vent d'agressions sexistes, sexuelles, ils peuvent les faire remonter. Et ensuite... de façon, entre guillemets, anonyme, j'imagine, parce qu'il doit y avoir... c'est délicat, évidemment, quand on connaît la connivence, évidemment, au sein d'un club de sport. Alors, c'est toute la difficulté, puisque les fédérations mettent en place ce type de mécanisme avec des référents. Mais la difficulté, c'est qu'il y a des personnes qualifiées pour ça. Et les personnes qui sont qualifiées, en réalité, ce sont les enquêteurs, les forces de l'ordre, qui savent faire une enquête. Et le risque, c'est qu'en réalité, la personne mise en cause ait quelques informations vent de ce qui est en train de se passer, ce qui se trame, et qui puisse faire quelques pressions. Alors le réflexe, puisque les fédérations sont délégataires et ont une mission de service public, c'est d'appliquer les textes. Et les textes, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire de signaler directement les infractions dont on aurait connaissance au procureur de la République. Et évidemment, en cas de doute, d'appréhension, pourquoi pas se saisir évidemment tout de suite d'un avocat. Aussi. Ok. Allez, beaucoup de choses encore à dire effectivement sur ce thème, mais on va s'arrêter là pour l'instant. On a parlé du droit du sport. Merci beaucoup, messieurs, pour cette première émission. On y reviendra parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Effectivement, c'était un premier jet en parlant de structuration du sport dans notre département et un peu plus évidemment au niveau national, et puis les contrats sportifs aussi. Merci, à tout vite. Merci. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.